Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Comment accompagner et repérer les enfants victimes de maltraitance. Une femme travaille à mieux détecter, prévenir, diagnostiquer et comprendre les conséquences de la maltraitance physique chez les enfants. Elle s'appelle Flora Blangy, elle est notre talent du jour. Et puis elle est une idée derrière la tech. Alexandra De Villers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippe. Quel va être l'objet de votre chronique? Eh bien, que se passe-t-il si on n'a pas de réponse positive sur Parcoursup? C'est le sujet et on en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour aussi. Il est en train d'inventer un chat GPT fabriqué en France. Il bouscule la recherche en mathématiques et en intelligence artificielle. Et à ses heures perdues aussi, il décrypte les sciences pour tous les âges avec humour et pédagogie. On le découvre avec vous. Futur Jamy, apparemment, docteur Guillaume Saès, chercheur en mathématiques et en sciences des données, ancien professeur au lycée, à l'université et youtubeur avec votre chaîne Science Trash. On est ravis de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. On en parle dans un instant, juste après le focus. Le 11 octobre dernier, 35 chercheuses ont reçu le prix Jeune Talent lauréat à l'UNESCO pour les femmes et la science. Parmi elles, Flora Blangy, qui s'est distinguée avec ses recherches pour améliorer la prévention et le traitement des enfants victimes de maltraitance. Un talent, vous allez le voir, évidemment une cause particulièrement touchante et importante qui nous est présentée aujourd'hui par Xavier Terrade. Bonjour, je m'appelle Flora Blangy, je suis sage-femme en thèse d'épidémiologie dans l'équipe INSERM Épopée, en lien avec le Centre d'investigation et de recherche clinique femmes, enfants, adolescents du CHU de Nantes et avec le service de pédiatrie générale de l'hôpital Necker Enfants Malades. Ma thématique de recherche est l'amélioration du diagnostic de la maltraitance physique infantile. 2 ans après cette interview accordée à Expanscience, Flora Blangy fait partie des 35 chercheuses qui ont reçu le prix Jeune Talent lauréat à l'UNESCO pour les femmes et la science, remis le 11 octobre 2023. La sage-femme a été récompensée pour son travail essentiel sur la prévention de la maltraitance des enfants. Nous avons réalisé une étude à partir du parcours de soins d'une centaine d'enfants de moins de 6 ans. Ces enfants avaient été pris en charge par l'équipe de l'unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes. Ils avaient été hospitalisés pour une suspicion de maltraitance physique entre 2016 et 2018. Et les résultats de la recherche de cette passionnée de médecine depuis toujours sont sans appel. Donc nous avons donc analysé leur parcours de soins avant diagnostic de la maltraitance et nous avons mis en évidence un défaut de prise en charge dans plus d'un tiers des cas. Les causes retrouvées étaient soit un échec de prévention, donc c'est-à-dire des enfants qui étaient déjà connus des services sociaux ou de la protection maternelle et infantile et qui avaient une récidive de maltraitance physique, soit un retard de détection, donc par exemple un nourrisson de moins de 6 mois qui lors d'une visite chez le médecin présente des bleus sans explication retrouvée et pour lequel le diagnostic de maltraitance n'a pas été évoqué. Mais Flora Blangy ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape pour la chercheuse, se lancer dans un post-doctorat à Londres afin d'étudier la relation entre la maltraitance infantile et la santé mentale à l'âge adulte. Allez, tout autre chose à présent. Qu'est-ce qu'on mangera dans 100 ans? Connaissez-vous les 12 secrets du chocolat ou encore les jeux vidéo qui révolutionnent la science? Avez-vous la réponse à ces questions? Non? Eh bien, ça tombe bien parce que moi non plus. Mais notre invité, lui, les a enfilaqués la science et les maths avec lui tout de suite dans la première partie du talk. Et il est à nos côtés pour en parler aujourd'hui en plateau, docteur Guillaume Saès, chercheur en mathématiques et en sciences des données, ancien professeur aussi au lycée, à l'université et youtubeur avec votre chaîne YouTube Science Trash. Vous allez répondre à ces questions, justement, qu'est-ce qu'on mangera dans 100 ans ou quels sont les 12 secrets du chocolat dans un instant. C'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions, effectivement. Cher Guillaume, je voudrais d'abord qu'on revienne, si vous voulez bien ensemble, sur votre parcours. Vous êtes français, vous avez toujours été doué en mathématiques, vous avez même fait... Pas toujours, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas inné. Les médias mentraient-ils? Non, vous avez fait l'objet, les mathématiques sont l'objet de vos études. Vous devenez ensuite professeur de mathématiques dans plusieurs lycées d'Île-de-France. Et puis après un passage chez nos chers amis belges, vous rentrez en France et vous êtes recruté par une grande entreprise française qui vous confie une mission, pas des moindres, celle d'inventer une sorte de chat GPT français. C'est ça, en fait, je développe des intelligences artificielles pour plusieurs entreprises et l'objectif, en fait, c'est que ChatGPT, c'est super, c'est une technologie qui révolutionne le monde, mais le problème, c'est que ça appartient à OpenAI. Et pour les entreprises françaises, c'est envoyer des données à OpenAI. Qui est américaine. Qui est américaine. Ce n'est pas, ce n'est pas possible. C'est difficile de l'imaginer pour eux. Et ils ont du coup la nécessité d'avoir des sortes de ChatGPT locales qui n'échangent pas avec leurs données avec OpenAI et qui leur permettent justement de sécuriser du coup leur infrastructure, leurs données et leur architecture de manière sécurisée chez eux.
Donc voilà ma mission, c'est développer tout ça chez eux. Et c'est déjà plutôt pas mal, effectivement. J'imagine qu'il y a du boulot. On la voit partout, l'intelligence artificielle, elle fait les gros titres, elle fascine le grand public. Elle s'est retrouvée aussi, en l'espace de quelques années, au cœur de la stratégie des géants du digital. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, vous qui en avez fait votre expertise, quelle définition vous donneriez à l'intelligence artificielle ? Ah, ça c'est une très bonne question parce que la définition de l'intelligence artificielle peut être très large. En fait, si on reprend les premières notions d'intelligence artificielle, elles sont philosophiques, elles reviennent à l'Antiquité, avec des approches d'essayer de recréer une intelligence humaine, ou même de recréer même des comportements ou des êtres humains, les homoncules, que les alchimistes appelaient. Mais en fait, l'approche philosophique s'est développée au cours des années avec, par exemple, Leibniz, un philosophe des Lumières, qui en 1666 a développé même un ouvrage qui s'appelle De Arte Combinatoria, qui, par exemple, traite d'un algorithme qui essaie de démêler le vrai du faux au cours d'une conversation humaine. C'est des premières approches quand même, j'ai envie de dire, conceptuelles, philosophiques de l'intelligence artificielle. Et à partir de ça, s'est développée une science qu'on appelle les sciences cognitives, qui sont des sciences en fait qui essayent de mêler la biologie, la philosophie, les mathématiques, l'informatique, toutes ces notions pour commencer à développer une sorte de machine qui pourrait essayer de simuler ces comportements-là. Avec l'apparition de technologies en 1950 et 2000, en fait, on a vu une émergence de l'intelligence artificielle qui, justement, avec nos machines, ont pu être visibles. On a développé des premiers algorithmes, par exemple, pour décrypter les codes nazis durant la Seconde Guerre mondiale avec Alan Turing. Oui. Il y a même un super film qui est sorti là-dessus, qui parle de cette histoire, mais ce sont les premières intelligences artificielles où on utilisait l'informatique pour, justement, un service et un but commun qui était ici de résoudre un code nazi. Et ça a permis toutes ces évolutions de 1950 à 2000 à avoir plein de technologies justement qui essaient de simuler ce comportement humain. Et en fait, il y a eu différents travaux comme ceux de Rosenblatt qui a essayé d'utiliser le comportement de notre cerveau, comment fonctionnaient nos neurones, pour essayer de simuler informatiquement ce type de comportement pour apprendre sur des données et essayer de générer et simuler des objets ou prédire des comportements qu'on peut avoir dans notre vie. Imaginons on a des données d'entrée qui sont la superficie de logement, on souhaite prédire le prix du logement, ce genre de modèle existe, des modèles assez simplistes. Mais il y a plein de modèles du coup d'intelligence artificielle qui sont développés sur ces années-là. Et aujourd'hui, on a vu avec ChatGPT l'émergence de ce qu'on appelle la Gen AI, l'intelligence artificielle générative, où on génère même de nouvelles données à partir des anciennes pour essayer de répondre à des réponses, à des requêtes, etc. Mais ça, ce sont des modèles mathématiques. Il faut bien le comprendre, c'est des mathématiques. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de générer des nouvelles données à partir d'anciennes. C'est vraiment toujours à partir d'anciennes données sur lesquelles on s'est entraîné et on a appris. C'est ça qui vous fascine, Guillaume, dans l'intelligence artificielle, c'est justement ce lien avec les mathématiques. C'est quand même votre métier, vous êtes chercheur en mathématiques. Tout à fait, c'est pour ça que j'essaye en fait souvent je dis de remettre l'église au centre du village, mais en disant qu'au centre de l'intelligence artificielle, ce sont des modèles mathématiques, probabilistes, statistiques, totalement déterministes à la base, ces concepts mathématiques, où en fait on va utiliser les données pour créer des modèles qui le sont donc beaucoup moins déterministes, mais à partir des données, on va construire des modèles qui vont prévoir, qui vont prédire et même générer de nouvelles données. Et en fait, ça, c'est ce qui fait un peu débat aujourd'hui, c'est que ces données-là, il faut bien les acquérir. Et en fait, dans les années 2000-2010, il y a une course justement à essayer de collecter de la donnée. Et avec l'émergence d'Internet, collecter de la donnée, c'est devenu beaucoup plus facile. Bien sûr. Votre métier, chercheur en data science aussi, c'est votre deuxième métier. Oui. Ça consiste en quoi de chercher les data sciences? Alors, un chercheur en data science, la recherche en sciences des données en français, on peut dire. La recherche en sciences des données, ça va être utiliser ces modèles mathématiques que je viens de vous expliquer, qu'on connaît un peu à travers justement les révolutions comme ChatGPT, Midjourney, etc., pour développer des modèles beaucoup plus robustes, performants, mais aussi explicables, interprétables. Par exemple, une personne qui utilise un tel modèle et qui voit un défaut, un bug, qui puisse comprendre d'où il vient ce bug, ce défaut, de pouvoir aussi corriger des modèles lorsqu'il y a des comportements de dérive et essayer de créer aujourd'hui au sein de l'Union européenne, il y a des législations, des réglementations qui se mettent en place, l'AI Act, qui est une réglementation européenne pour avoir des intelligences artificielles davantage conformes. Mais pour pouvoir réussir à mettre ça en place, il faut développer des IA qui répondent à différents types de critères, que ça soit de la question de la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire savoir bien gérer sa donnée,
qu'elle soit sécurisée, qu'elle soit bien stockée, qu'elle soit bien manipulée, avoir des données de qualité. La donnée, elle peut être détériorée, on peut la perdre. Il peut y avoir des pertes de données à cause de problèmes de machine, à cause de problèmes de justement stockage de la donnée. Donc, il faut avoir des données de qualité, des modèles performants, être veillant à ce qu'on crée des modèles vraiment robustes qui répondent à des métriques de validité, c'est-à-dire qu'on puisse mesurer la qualité de la donnée, qu'on puisse mesurer si le modèle est suffisamment performant ou non. Ensuite, contrôler les dérives des modèles aussi. Les modèles peuvent dériver. Imaginez, dans 10 ans, on n'a plus les mêmes usages qu'aujourd'hui, simplement sur l'utilisation de nœuds de vocabulaire, par exemple. ChatGPT sera un peu obsolète. Ou même, lorsqu'on utilise, je ne sais pas, des modèles de prédiction ou Amazon qui nous font des recommandations, par exemple, ou nous prédisent l'évolution de prix, ou je ne sais pas, tous nos modèles où il y a de l'intelligence artificielle, s'effondreront si on change nos usages. Donc il faut aussi contrôler justement les dérives de nos modèles pour pouvoir les réentraîner, les adapter justement à ces évolutions. Et le chercheur en data science, son travail, c'est justement de faire tout ça, de chercher les méthodes pour faire en sorte qu'on arrive à s'adapter à notre évolution et à comment justement ces modèles vont être utilisés dans notre quotidien. Chercheur en mathématiques et donc en data science. Et puis les jeunes et les moins jeunes vous connaissent aussi et surtout, cher Guillaume, grâce à Science Trash, votre chaîne YouTube, parce qu'à côté de tous ces différents métiers que vous exercez, vous êtes aussi youtubeur. D'où est-ce qu'elle vous est venue cette idée de monter cette chaîne YouTube? C'est une bonne question. Alors Science Trash, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qui est arrivé, j'ai envie de dire, en me levant le matin. C'est un projet vraiment qui a été construit en fait avec des amis qui sont vulgarisateurs dans plusieurs domaines. Moi, j'ai une appétence pour la science. J'ai toujours voulu vulgariser la science à travers différents, médias ou même différents aspects. Donc il y a l'association Animat, auquel je fais partie aussi, qui anime des actions parascolaires dans les mathématiques et essaye justement aussi de faire de la vulgarisation scientifique à travers différents niveaux. Et la chaîne Science Trash, l'objectif, c'était surtout d'avoir un format où on puisse faire de la science autrement que ce qu'on peut vivre à l'école. Par exemple, l'école, moi j'adore, j'ai été enseignant, j'ai adoré mes années d'enseignement. Et lorsque j'ai enseigné au lycée, on est sur un modèle qui est très formel. Il y a un formalisme mathématique, un formalisme scientifique qui est enseigné. Ce formalisme, il est très bien, mais ce n'est pas l'unique façon de faire de la science. On peut faire de la science de plein de façons différentes. Et c'est ça qui est excellent, justement, à présenter dans cette chaîne, c'est qu'on peut faire de la science, par exemple, en présentant et en racontant une histoire. On présente un concept et on raconte une histoire autour de ce concept. Et j'ai voulu, justement, essayer de diffuser à un maximum de jeunes cette idée de voilà ce que c'est la science, autrement que ce que vous pouvez croiser à l'école, mais c'est lié pour autant. Je leur dis, c'est lié. Il faut quand même avoir des bases scientifiques intéressantes à développer. C'est complémentaire, effectivement, et c'est ce que vous faites sur votre chaîne YouTube. Je vous propose de continuer à en parler dans un instant. Docteur Guillaume Sayeh, si vous le voulez bien. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Spend some time away, getting ready for the day you're born again.はい、こちら黄色のですね、レバーを手前に引いていただきます。で、黒のレバーを持っていただきまして、引き出していただきます。で、座席ですね、折りたたみになってますので、これ上げていただき、で、これテーブルがですね、ちょっと当たっちゃいますので、一回上げていただきまして、はい、戻していただくことで、これフラットに、することができます。反対側も同じようにすることでですね、足を伸ばしていただいたりとか、そういった風にですね、ご利用いただけることができます。Excuse me, what the fuck?
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité, le docteur Guillaume Saès. Docteur, si vous le voulez bien, on va, avant de continuer à parler de votre chaîne YouTube et de tout ce qu'on y apprend dessus, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Grand sujet aujourd'hui, important aussi avec vous aujourd'hui. Que faire si, malheureusement, on n'a pas de réponse positive sur Parcoursup le 30 mai prochain ? Alors effectivement, ça concerne quand même quelques lycéens et étudiants. Je vais vous donner un chiffre. En 2023, c'est 77 647 candidats qui n'avaient aucune affectation à la fin de la procédure principale, c'est-à-dire autour du 10 juillet, sur un total de 917 000 candidats. Alors, ça fait que 8%, c'est pas beaucoup, mais quand on fait partie de ces 8%, c'est un problème. Et parallèlement à cela, 6 300 formations proposaient encore plus de 100 000 places libres. Donc on comprend vite qu'il y a quelque chose à faire. Effectivement. Alors comment réagir si sur Parcoursup, justement, on ne reçoit que des noms et qu'on est très loin sur les listes d'attente de nos autres vœux ? Alors effectivement, si on reçoit des noms et qu'on est loin sur les listes d'attente et qu'on se rend compte qu'on a très peu de chances d'intégrer, on a le droit d'être très déçu, bien sûr, mais il faut réagir très vite. Une première chose à faire qui peut être intéressante, c'est de regarder la fiche à venir. Il y a une fiche à venir par formation sur laquelle vous allez pouvoir découvrir les appréciations de vos professeurs de terminale, de votre professeur principal et l'avis de votre chef d'établissement. Ça peut être intéressant parfois pour comprendre un refus. Et puis la deuxième chose qu'on peut faire, et c'est très important, c'est que Parcoursup garantit un droit à l'information. Ça veut dire que vous avez le droit d'écrire au responsable de la formation pour savoir pourquoi vous n'avez pas été reçu. Vous avez 1 mois pour le faire par courrier et il a l'obligation de vous répondre par courrier également et de vous expliquer pourquoi vous n'avez pas été pris. Est-ce qu'il y a aussi une commission que les candidats peuvent saisir ? Tout à fait. Il y a une commission par académie que le candidat peut saisir et cette commission va étudier votre dossier, bien sûr, sur Parcoursup et va essayer de vous proposer des formations, en tout cas assez proches de ce que vous aviez demandé au départ. Et ça, si vous voulez, ça, c'est dans une rubrique qui s'appelle Préférences et autres projets que vous avez obligatoirement rempli sur Parcoursup. Et elle est très importante, c'est pour ça qu'il faut bien la remplir. Une autre chose à savoir, c'est que c'est obligatoire de la remplir et surtout, il faut saisir cette commission. Si vous ne la saisissez pas, elle ne va pas s'intéresser à votre cas. Ouais, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance, tout à fait. Est-ce que c'est malgré tout possible de candidater à nouveau ou pas du tout ? Oui, c'est la procédure complémentaire qui est absolument géniale. Heureusement qu'elle existe. Elle débutera cette année le 11 juin 2024. Toutes les formations qui ont encore des places disponibles vont pouvoir remettre ces places disponibles sur Parcoursup. Les candidats qui, 1, n'avaient pas de oui, 2, étaient déçus éventuellement de leur proposition ou sont sur liste d'attente très loin, peuvent candidater en procédure complémentaire. Ils ont le droit de faire 10 vœux, pas forcément le premier jour, mais au fur et à mesure. 10 vœux en formation continue, 10 vœux en alternance s'ils le souhaitent. C'est possible. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils gardent leurs vœux en procédure complémentaire. C'est donc en plus. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Le dossier de l'élève, lui, il est de nouveau regardé par les formations dans ces cas-là ? Oui, bien sûr. Le dossier sera de nouveau regardé par les formations. Ils vont éplucher vos notes, vos bulletins, etc. Ils vont vous demander aussi une lettre de motivation et vont vous faire une proposition d'admission ou non. Une petite chose que je voulais ajouter qui me semble très importante, c'est que vous ne pouvez pas postuler à la même formation que ce que vous aviez mis dans votre procédure principale. Ça semble complètement normal, mais quand même, il faut savoir que, par exemple, si vous aviez postulé en licence droit avec accès santé et que vous voyez une place disponible dans cette même université en licence droit, vous avez le droit de postuler parce que c'est pas tout à fait la même chose. Autre exemple, si vous avez postulé en classe préparatoire dans un lycée, vous n'êtes pas pris, mais que vous voyez une autre option disponible, vous avez quand même le droit de postuler. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, Alexandra, si on n'a pas de place via Parcoursup ? Bien sûr, on peut postuler hors Parcoursup. Ça, c'est très important de le savoir. Hors Parcoursup, on trouve de tout. On trouve des classes préparatoires, on trouve des écoles spécialisées, de commerce, de communication, de hôtelière, par exemple, d'immobilier. On trouve un certain nombre de BTS. Donc oui, bien sûr, on peut postuler hors Parcoursup. C'est une vraie seconde ou troisième chance, après par exemple la procédure complémentaire. Est-ce que vous avez quelques conseils pour terminer, pour tous les lycéens et étudiants qui nous regardent ? Oui, de préparer cette éventualité. Il faut y réfléchir, il faut se dire ça peut m'arriver. Donc j'ai des plans B, j'ai des plans C. Je sais que si je ne suis pas pris sur Parcoursup, eh bien je peux postuler dans d'autres écoles. Et le faire assez vite parce que, eh bien là aussi les places sont limitées. Si on attend trop longtemps, on ne sera pas pris.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, docteur Guillaume? Moi, je suis tout de suite parti donc en études de mathématiques à l'université de Créteil. D'accord. Et donc, moi, j'ai pas hésité et j'ai tout de suite été pris sans aucun souci. Donc, je savais ce que je voulais faire et je savais où aller. Donc. Ça aide, hein. C'est quand même plus facile. C'est plus facile. Dans mon cas, c'était beaucoup plus facile. Bon, on continue à parler justement de tout ce que vous faites, de votre parcours et de votre chaîne YouTube aussi dans un instant. On lance la deuxième partie du talk. Je le disais en introduction, Guillaume, parmi les sujets que vous abordez dans vos vidéos sur votre chaîne Science Trash, j'ai bien noté que ça se prononçait avec un accent anglais plutôt qu'un... Exactement. C'est ça. On a noté qu'est-ce qu'on mangera dans 100 ans. Connaissez-vous les 12 secrets du chocolat ou encore les 10 jeux vidéo qui révolutionnent la France, la science. Comment vous choisissez justement ces thématiques que vous adressez avec vos abonnés? En fait, c'est une très bonne question parce qu'on me la pose beaucoup, cette question, d'où vient l'idée des sujets. Mais en fait, l'idée des sujets viennent d'absolument partout. Hein. C'est un peu tout ce que je reçois en termes de réseau de communication comme information, donc que ce soit les médias, que ce soit les amis quand on tient une discussion. Donc tout ça me donne des idées de sujets des fois qui émergent, tout simplement pour la vidéo qui est sortie sur l'alimentation du futur, hein, donc justement la cuisine du futur. Cette idée est venue par exemple en regardant le chef Thierry Marx qui avait développé donc toute sa cuisine moléculaire, mais surtout qui avait effectué des conférences à l'université Paris-Saclay avec un laboratoire. Il a monté un laboratoire culinaire là-bas, scientifique avec des chimistes, où il effectuait des recherches pour développer des nouvelles façons de cuisiner pour les astronautes dans l'espace. Et je me suis dit, c'est passionnant. Il est venu en parler sur le plateau d'une émission télé. Je me suis dit, je vais reprendre un peu tout ce qu'il a dit, je vais essayer de creuser un peu tous ces sujets. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un sujet sur la cuisine du futur qui a été développé du coup sur la chaîne. La plupart des sujets viennent de là. Des idées que je peux croiser en conférence, que je peux croiser en écoutant les gens. Et souvent, ça émerge des idées. Là, par exemple, le film Oppenheimer m'a donné une idée sur la vie d'Einstein, parce que ça n'a rien à voir. Mais je suis allé creuser un peu, comprendre qui était Einstein, mais les gens ne savent qu'une partie émergée de l'iceberg sur la vie d'Einstein. Il y a peu de gens qui savent, par exemple, que c'était un ingénieur sur les réfrigérateurs. Ah oui, effectivement. Il n'avait pas de carrière de chercheur. Et avec un papier scientifique, seulement un seul, pas de 5, pas de 10, pas 20 comme beaucoup de scientifiques, lui, juste avec il a révolutionné la physique du monde entier. Et donc je me suis dit, ça c'est un sujet qu'il faut traiter, les aspects sur Einstein que les gens ne connaissent pas assez. Par exemple, en quoi Einstein s'était trompé sur différentes théories qu'il avait développées, qu'est-ce qu'il souhaitait faire, quel était son parcours, tout ça. Ça sera un sujet d'une prochaine vidéo qu'on pourra voir sur la chaîne. Des idées en tout cas qui cartonnent parce qu'après quelques années seulement, vous avez cumulé déjà 760 000 abonnés, je crois. Hein. C'est ça. Ce qui est déjà énorme. Vous cumulez aussi les millions et les millions de vues. Vous êtes rapidement devenu un vulgarisateur scientifique de premier plan. Certains vous comparent même à Jamy de C'est pas sorcier. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est beaucoup. Mais c'est vrai que Jamy, c'est quand même beaucoup un doyen dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Il est là depuis pas mal d'années. Et il a quand même une éditoriale légèrement différente parce qu'il centre vraiment sur le storytelling, sur la façon dont il va raconter une histoire autour de tous ces sujets. Et les aspects scientifiques vont être développés au fur et à mesure justement des histoires qu'il va raconter. Alors que chez nous, c'est vrai qu'on raconte une histoire, mais avec un cœur scientifique vraiment plus profond des fois, un peu plus complexe et un peu plus pointu, qui est moins facile des fois à aborder. Mais on est sur deux sujets complémentaires on est sur la même plateforme pour autant. Vous parlez donc beaucoup de science à l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, on l'a dit, il n'y a qu'un pas. Est-ce que pour vous, cette intelligence artificielle, c'est une véritable révolution industrielle? Et surtout, on parle beaucoup là, ces derniers mois, ces dernières années même de ChatGPT. Est-ce que finalement, c'est presque une mode et est-ce qu'on n'en est peut-être pas à un tournant? Alors oui, il y a des modes dans l'intelligence artificielle. En fait, il faut savoir que c'est pas depuis aujourd'hui que ça existe, ces modes d'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de Rosenblatt et de ses premiers réseaux de neurones qui ont été développés. Donc il y a eu la même mode. Les gens pensaient que l'intelligence artificielle allait remplacer les humains, etc. Et en fait, on a connu ce qu'on a appelé des hivers de l'IA. Donc les hivers de l'IA, ce sont des périodes où l'IA n'a pas innové grandement. On n'y est pas encore. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des nouvelles innovations qui apparaissent dans l'intelligence artificielle. Je vous en ai parlé un peu juste avant de différentes innovations qu'il y a eu au cours de l'histoire. Mais là, encore cette semaine, on a une nouvelle innovation avec des nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui vont être développés et permettre de créer des ChatGPT encore plus élaborés que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est presque la fin de ChatGPT, en fait, ce que vous nous dites. Exactement. ChatGPT va soit évoluer, soit il y aura des nouvelles formes. Déjà, on a des nouveaux modèles qui sont beaucoup plus forts que GPT. GPT, c'est donc le modèle qui est utilisé par ChatGPT pour interagir. C'est un modèle d'intelligence artificielle qu'on voit qui est très utile. Mais en fait, les Français ont développé Mistral, par exemple, qui est un modèle qui marche encore mieux, enfin, sur certains aspects, marche mieux en termes de synthèse, en termes de données sur lesquelles il s'est appris. Donc,
on a ces modèles-là, on a Llama 3 qui existe aussi, qui est un nouveau modèle de Meta, il y a Claude, il y a plein de modèles donc, d'intelligence artificielle tout aussi performants que GPT qui sortent actuellement, qui commencent à le challenger, et donc demain ou après-demain, il suffirait qu'une personne le mette à disposition à tout le monde, hein, ces modèles-là, et on aura donc des modèles ChatGPT beaucoup plus performants, beaucoup mieux, avec des résultats qui peuvent justement plaire à beaucoup de gens, je pense, parce que les modèles seront entraînés sur des données beaucoup plus récentes que ChatGPT. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus que ce qu'on fait déjà aujourd'hui et qui est déjà extraordinaire avec ChatGPT, selon vous? L'un des problèmes de ChatGPT, c'est qu'il hallucine énormément. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des informations assez fausses qui sortent de ChatGPT, et il y a un problème aussi dans le raisonnement, dans la façon dont il peut effectuer des raisonnements scientifiques ou simples, de la logique simple. L'un des problèmes que vous pouvez essayer avec ChatGPT, vous pouvez lui demander de lire les 7 points, les 7 points que vous lui donnez, vous en mettez un 8e, et en fait ChatGPT ne sait pas compter. Il n'a pas de logique de comptage. Donc il y a plusieurs défauts encore dans ChatGPT, ou par exemple parler par rapport à un persona, c'est-à-dire par rapport au style d'une personne. Se mettre dans la peau de quelqu'un. Dans la peau de quelqu'un, il a du mal parce qu'il ne connaît pas réellement quelle est en détail la peau de quelqu'un. Donc il y a plein encore d'évolutions qui peuvent être effectuées sur les entraînements, sur la façon dont ces modèles sont entraînés. Et donc dans le futur, on aura des modèles davantage robustes, qui hallucinent moins et qui peuvent réussir à faire des raisonnements un peu plus simplistes. Je parle juste de raisonnements simplistes parce que les raisonnements complexes, ça mettra encore beaucoup plus de temps, on en reparlera dans 100 ans, mais au moins des raisonnements simplistes, peut-être qu'un jour on aura des modèles qui arriveront, et avec les évolutions qui sont sorties avec donc les modèles de Kolmogorov-Arnold de réseaux de neurones, donc ce sont des modèles de réseaux de neurones qui ont été développés par le MIT donc il y a 2 jours, qui permettent donc d'avoir des nouvelles façons de construire des réseaux de neurones, donc c'est ce qu'on utilise en intelligence artificielle, comme notre cerveau, on a des réseaux de neurones mais en intelligence artificielle aussi, donc il y a des nouveaux réseaux de neurones qui sont sortis par le MIT, et il y a des façons de les entraîner qui sont aussi nouvelles, qui ont été sorties et développées par Apple tout récemment. Et donc avec toutes ces nouvelles technologies qui viennent de sortir vraiment tout récemment, on aura sûrement de nouveaux modèles de ChatGPT qui vont surperformer. Après, à voir sur lesquels aspects ils vont surperformer. C'est ça. Ça, je peux pas prédire. Vous reviendrez en tout cas pour nous en parler. Dernière question peut-être. Guillaume, vous avez été enseignant, vous l'êtes encore peut-être quand même un peu aujourd'hui, d'une certaine manière, en expliquant avec des mots simples et un médium adapté à la nouvelle génération des situations souvent complexes. Est-ce que vous diriez que enseigner, c'est quelque part apprendre 2 fois, c'est mobiliser cet esprit d'innovation que vous avez pour se renouveler, et surtout, est-ce que ce métier vous manque? Alors oui, ce métier me manque, je suis passionné par l'enseignement, j'ai toujours voulu transmettre mon savoir de différentes façons, c'est pour ça qu'il y a cette chaîne YouTube, parce que c'est l'aspect de transmission avant tout, et justement, j'ai demandé plusieurs fois à essayer d'avoir des missions de formation, de monitorat au cadre de mon emploi. Ce qui est arrivé, puisque j'ai enseigné un peu la data science dans différentes écoles ou dans différentes circonstances, donc que ce soit des formations, que ce soit dans des masters comme à l'école polytechnique ou à HEC. Donc c'est m'est arrivé. Et aujourd'hui, moi, ma mission, c'est continuer aussi à développer des supports de formation, à développer en tout cas des ensembles de supports sur lesquels les gens vont pouvoir se reposer pour apprendre plus facilement l'intelligence artificielle, même pour les plus néophytes, savoir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a fait des vidéos sur Science Trash l'année dernière, on a fait 2-3 vidéos sur l'intelligence artificielle pour expliquer quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, par exemple sur la conformité, sur l'éthique, sur... est-ce que, j'avais fait la vidéo, est-ce que l'intelligence artificielle va détruire l'humanité ou remplacer l'humain? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc j'avais développé tous ces aspects de transmission déjà de base à travers la chaîne, maintenant je veux continuer à les faire aussi autrement. Youtubeur, chercheur en mathématiques, en sciences des données, voilà tout ce que vous faites. Merci en tout cas infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui, docteur Guillaume Saez. Je rappelle quand même le nom de votre chaîne YouTube, la chaîne Science Trash, qui cumule plus de 760 000. Peut-être que même on a déjà dépassé ce chiffre tellement ça va vite. Merci infiniment d'avoir été parmi nous et nous avoir éclairé sur tous ces nombreux sujets. Merci également à vous, Alexandra De Villers, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous le savez, on se donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur School TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.